Hello à tous, c'est Maxime. On se retrouve comme chaque mercredi à 10h dans ce podcast qui a pour vocation à éclairer et faire gamberger les entrepreneurs qui l'écoutent. Pour me présenter, j'ai 21 ans, je suis entrepreneur et investisseur dans l'immobilier. Et au quotidien, j'accompagne aussi des entrepreneurs comme vous à investir dans l'immobilier. En effet, j'ai un accompagnement qui aide les entrepreneurs à investir dans leur premier investissement locatif de A à Z et il est garanti au succès de l'opération. Juste avant de vous laisser avec l'épisode du jour, je tenais à remercier Blanc et son cofondateur Simon qui m'accompagnent sur le podcast. Blanc, c'est un compte bancaire qui facilite la gestion financière des indépendants. D'ailleurs, Simon est intervenu lors du 11e épisode du podcast que je vous invite évidemment à écouter après cet épisode et que vous pourrez retrouver sur toutes les plateformes d'écoute. Vous êtes aujourd'hui des dizaines d'auditeurs à avoir testé Blanc et à en être pleinement satisfait, à avoir une application qui vous aide sur votre gestion financière au quotidien et je vous remercie d'ailleurs pour les retours que vous nous avez faits. Pour tous ceux qui ne sont pas encore inscrits, je vous invite à consulter le site de Blanc, www.blanc.app. On se retrouve à la fin de l'épisode. Bon visionnage! Et on se retrouve avec Benjamin. Merci Benjamin d'avoir accepté mon invitation. Je t'en prie, merci à toi. Est-ce que tu peux te présenter simplement en quelques mots comme tu te présenterais à ta famille, à tes amis? Alors, me présenter en quelques mots, Benjamin Rivière, bientôt 35 ans, on se fait vieux. Entrepreneur depuis peu, dans multiples domaines. C'est ce qui me plaît, c'est ce qui me stimule. Donc c'est là où je prends mon plaisir, on va dire. C'est comme ça que je vis et c'est comme ça que je suis bien dans ma peau. Tu fais quoi du coup dans la vie de tous les jours pour que les gens comprennent bien dès le début du podcast? Alors, dans la vie de tous les jours, à la base, je suis maître d'œuvre en gestion, travaux, rénovation, construction, tout ça. Donc ça me plaît énormément. Depuis, j'ai monté aussi une autre société de foncière en immobilier. Donc, on fait de l'investissement en professionnel. Et ensuite, j'ai multiplié les sociétés sur les business que je voulais faire depuis. Donc, que ce soit la laverie, le e-commerce et la formation. Donc pas toujours un rapport forcément avec l'immobilier, mais en tout cas la plupart de tes activités aujourd'hui sont quand même dans ce domaine-là, dans l'immobilier. Ok, bon écoute, on va y revenir dans la deuxième partie du podcast. Dans cette première partie, le but c'est qu'on comprenne bien qui tu es, comment tu es devenu entrepreneur. Donc si on revient quelques années en arrière, est-ce que tu peux me dire qui était Benjamin quand il était adolescent? Alors, le Benjamin adolescent, en fait, il avait vraiment de l'énergie et il était vraiment... il avait du mal à tenir en place, quoi. Donc, et ça posait un peu problème, notamment au collège. Faut savoir que mes parents avaient très peu de moyens, même s'ils étaient entrepreneurs. Donc, j'allais à pied au collège. Donc, très naturellement, je suis devenu sportif parce que, part en retard, donc il faut rattraper le retard. Donc là, tu vois le bus et tu te dis « Ah, mais j'ai pas de ticket pour le bus, mes parents. » Enfin, bref. Donc, on faisait 4-5 km à pied et on est devenu très vite sportif. Ça fait du bien et ça forge, en fait, le caractère. Donc, voilà, on apprend aussi à se débrouiller par ses propres moyens. Et aujourd'hui, avec le recul, je les remercie, même si l'enfance, elle a été douloureuse, quelque part. On n'a pas vécu une enfance un peu comme tout le monde. Mais aujourd'hui, c'est ce qui fait qu'il peut tout m'arriver, quoi. C'est pas un problème. C'est la seule chose qu'on peut m'enlever, c'est la vie. C'est pas très grave, ça. mais voilà, à l'école, en fait, je me suis débrouillé. Enfin, tu vois, je vais te raconter une anecdote. Par exemple, avec l'histoire des pains au chocolat. Enfin, mes parents, ils me disent bon, on va arriver à te canaliser. Ok, on te met dans une école catholique. Donc moi, dans ma tête, je me dis ok, la kermesse tous les jours, la messe, qu'est-ce qui se passe? Ok. Et là, je repère en fait un manège à 10h, en fait, ils vendent des pains au chocolat, et à 10h15 ou 10h30, je sais plus la récréation, combien de temps ça prenait, et ils retournent avec des pains au chocolat. Je me dis, il y a un truc à faire. Je me suis dit, il y a un truc à faire. Les gars, ils savent pas vendre, et de deux, c'est qu'ils ramènent des pains au chocolat. Ok, donc je vais voir le gars, et je lui dis, écoute, moi je t'achète tes pains au chocolat, et je te donne l'argent après la récréation. Il me fait, ben non, on le donne avant. Je fais fais-moi confiance, je te les donne après, tu vois. Donc c'était déjà la vente à terme. Ouais, c'était déjà le début. C'était exactement ça. Et en fait, je prends la cagette comme ça et je les vendais 80 centimes. Ok. Et sauf que l'école en voulait 50 centimes. Sauf que quand j'ai commencé à tout vendre, parce que en fait, moi j'en rendais 0. Ce qui restait, je le gardais et je le vendais à 15h, la récréation. Bah oui, pas de perte.
Et donc, j'ai été convoqué pour ça. Ils m'ont dit oui, mais t'as pas le droit et tout ça. Et j'ai dit non, mais attendez, vous me demandez de vendre la cagette, je vous vends la cagette. Ok, votre argent, vous l'avez. Ouais. Et Donc c'est la marge que tu faisais qui est dérangée finalement. C'est ça, exactement. sur Bah toi. oui, parce que ça revient Ouais. au collège. Bon, C'est un peu ta première activité entrepreneuriale, c'est ta première expérience en tout cas dans l'entrepreneuriat. c'est ça, Ouais. ça. Avec ce collège privé, en fait, j'ai vu qu'il y avait des possibilités. Ouais. Il y avait des jeunes qui étaient aisés, mais ils étaient tellement aisés que, en fait, ils demandaient à papa, maman, comment ci, comment ça, est-ce que je peux avoir de l'argent? Moi, non, c'est mort. Ma première paire de chaussures, si tu veux, je l'ai payé 314 francs, tu vois. Enfin, c'était 51 € à l'époque. Et j'avais économisé pour ça, tu vois. Enfin, c'était une paire d'Adidas classique, tu vois, mais je pouvais m'offrir que ça. J'avais que ça dans le cochon, donc... Donc voilà, et si tu veux, ce collège-là m'a permis en fait de savoir que j'étais un bon vendeur et que les possibilités en fait, elles étaient, tu vois, c'est Ouais. que dans ta tête, c'est-à-dire que tu te limites à quelque chose. Quand ils nous ont annoncé à la fin de l'année, oui, il faut vendre des calendriers et tout ça pour payer le voyage de fin d'année, je savais très bien que mes parents n'allaient pas donner 1 €, tu vois. Donc au début, ils nous donnent 20 calendriers. Et je vais voir les autres, je fais comment vous faites pour vendre? Bah moi je vais dans mon immeuble et tout ça. Ok, d'accord, ça marche. Je reviens le lendemain, je t'en ai vendu combien? Ah, il me dit ah non, 0 et tout. Je fais ok. Et comme mon père était déjà commerçant, je me suis dit ok, c'est pas les habitants qu'il faut aller voir, c'est les professionnels. Et avec ma petite bouille et tout ça, tu sais, quand t'es gamin et tout ça, t'arrives dans un commerce, oui bonjour, c'est pour un calendrier, combien vous voulez? Alors le collège, lui, il en voulait 1 €. Sauf que moi, j'ai très vite compris que s'il n'y a pas de prix, c'est ton prix qu'on achète. Donc je l'ai vendu 2-3 €. Donc je faisais déjà une belle Une marge. marge par rapport à ça à chaque fois. C'est ça, exactement. Toujours dans le business en fait, dès le début, Ouais. t'as baigné de là-dedans. Un Il y a quelqu'un Jordan qui- Belfort né, quoi. Tu vois, c'est... Voilà. Il y a quelqu'un qui t'a inspiré particulièrement. Tu m'as dit juste avant le podcast que t'avais un père entrepreneur. Ouais. Est-ce que t'avais une inspiration par rapport à lui ou par rapport à d'autres personnes dans l'entrepreneuriat? Alors, si tu veux, moi, l'époque Bernard Tapie, j'étais bercé dedans parce que mon père en parlait tout le temps, tu vois. Donc, j'ai très vite eu 2 mentors. C'est Bernard Tapie et Jean-Paul Belmondo. C'est 2 mecs qui m'ont vraiment fasciné. Un dans le milieu de l'entrepreneuriat qui est parti de rien, mais vraiment, enfin, c'est incroyable. Et Belmondo, pareil, hein, qui est parti de rien et qui a réussi une carrière comme on connaît tous, quoi. Qu'est-ce qui t'a attiré chez Belmondo par rapport au Dans lien les, avec l'entrepreneuriat? dans les deux, c'est le charisme, en fait. Ok. C'est à l'inverse de ce que connaissent les gens. Tu vois, Belmondo et Alain Delon, c'est 2 charismes différents. Mais pour moi, Belmondo, c'est un charisme hors pair. Et c'est ça qui m'a permis en fait de grandir. Parce Ouais. que mon père, il travaillait 7 jours sur 7. Il n'avait pas le temps de nous élever. Donc, c'était déjà des difficultés, tu vois. C'est Ouais. comment il fait ci, comment il fait ça. Enfin, mon père était restaurateur, mais c'est pas pour autant que je sais cuisiner un bourguignon, tu vois. Donc, donc c'est un peu compliqué, quoi, tu vois. Ok. Est-ce que t'avais des passions pendant cette période-là, toujours Ouais. collège, lycée, des passions qui t'animaient? Le foot et Ouais. l'athlétisme. J'ai eu du mal à choisir en fait entre les deux. Et le foot, j'étais très 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 bon. Et on faisait ce qu'on appelle à l'époque, je sais pas si c'est toujours pareil, le UNSS. Ouais. Et donc, Championnat universitaire. ouais, c'est ça, ouais. Et donc UNSS, et on arrivait en championnat de France avec les recruteurs et tout ça. Et Pas mal, quand même. ouais. Bah en fait, hein, j'étais un personnel. Hein. Je prenais la balle, j'allais marquer, et voilà quoi. Ouais. Donc Tu jouais pas en équipe. quand il y avait 0-0, c'était compliqué, quoi. Ouais. Donc voilà. Puis j'aimais en fait montrer que tu vois, j'en donne plus que les autres, j'en fais plus que les autres, et c'est moi qui fais gagner, tu vois. Un peu comme Ouais. c'est pas de l'égoïsme, hein, c'est un peu comme un leader, tu vois, quelqu'un qui voilà. J'allais récupérer le ballon, enfin voilà. Et le côté athlétisme, en fait, c'est là où en fait tu te surpasses parce qu'il y a que toi-même, tu vois. Ouais. Il y a vraiment que toi-même. Il y a pas de quelqu'un qui va t'aider, qui va te pousser ou quoi que ce soit. En équipe, le foot, c'est différent, tu vois. Tu peux te Oui, tu reposer peux à sur cause quelqu'un. à cause d'un pote perdre aussi le match, etc. Donc Ouais, c'est ça. t'as une vision qui est un peu différente. C'est ça. Comment ça se fait que tu sois autant dans cette âme-là d'être un leader, quitte à, comme on le voit sur cet exemple-là de foot, à vouloir vraiment briller toi, à vouloir montrer que tu réussis? Comment ça se fait? Est-ce que c'est quelque chose qui vient plutôt du passé? Tu l'as compris ça ou pas? Alors, je pense qu'en fait, sans le savoir, je pense que ça vient de l'enfance. C'est-à-dire que, si tu veux, mon père, lui, on a toujours été des incapables.
Et ça, ma soeur et mon frère, tu vois, ils pourront te le dire. Même ma soeur aujourd'hui, elle dit ça va, pour des incapables, on réussit plutôt bien, tu vois. Donc, mon père, c'était un peu Dr. Jekyll, Mr. Hyde, tu vois. Autant il a une facette très gentille, tout ça. Par contre, tu casses un verre et il peut avoir ce côté démoniaque, tu vois. C'était waouh, un tempérament, voilà. Donc, je pense que c'est ça qui a fait que j'avais une rage en moi et une envie, tu vois. Donc, et de porter les gens aussi avec moi, tu vois. Moi, c'est ça qui me fait kiffer, c'est que t'amènes les gens et dire, ouais, voilà, c'est possible, en fait. C'est pas parce que t'as des baskets trouées ou quoi que tu vas pas réussir et que tu vas pas mettre de but, tu vois. Donc, voilà, c'est ça qui... T'avais quoi comme relation, toi, personnelle avec ta famille, avec les membres de ta famille, notamment, tu disais ton frère, ta sœur, mais aussi tes parents. T'avais quoi comme relation? Ah, c'était très pudique à la maison. C'était très pudique. Tu vois, par exemple, si je te sors une anecdote, enfin un fait de vie plutôt, ma mère a eu un cancer et cette image, je l'ai encore dans la tête. J'ai appris que ma mère avait un cancer parce qu'en fait, elle se peignait dehors et si tu veux, il y avait une boule de cheveux qui est sortie comme ça. Et quand t'es petit, tu fais, je comprends pas, quoi. Qu'est-ce qui se passe, tu vois? T'avais quel âge à ce moment-là? Ouais, j'étais jeune, hein, tu vois, j'étais adolescent, j'avais 14 ans, 14-15 ans, tu vois, donc tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ma mère, elle devient chauve? Et puis, voilà, sur une dispute, après, tu comprends que, bon, ben, j'ai un cancer, ok, ça marche, voilà. Et c'était très difficile pour moi d'aller voir ma mère à l'hôpital. Et j'ai pas pu aller la voir à l'hôpital, tu vois. C'est des reproches aujourd'hui, mais c'est constructif, tu vois. C'est parce que ça fait mal, en fait, de voir quelqu'un de ta famille, je sais pas comment l'exprimer, tu vois, mais qui mauvais point comme ça, tu vois. Enfin, Qui te met même des barrières dans les roues, toi, personnellement, ou... Ouais, à ce moment-là, je savais que, tu vois, le château de cartes, il pouvait s'écrouler et que je pouvais vriller, tu vois. Enfin, voir ta maman comme ça, sur un lit d'hôpital, plus de sourcils, plus de cheveux, plus rien, tu vois. Enfin, Ouais, c'est marqué quand même. T'es sur un fil électrique, donc c'est chaud, quoi. Parce que maman, en plus, tu vois, enfin, ma mère, c'est une boule de nerfs, tu vois. C'est une boule de courage. C'est incroyable. Mon père a ce côté intellectuel et ma mère, c'est tout l'inverse. Donc, mais c'est ce qui fait la complémentarité des deux, quoi. Tu vois. Ouais. Ok, et quel type d'élève du coup t'es? T'es un bon élève? T'es premier de la classe? Alors, je Deuxième? suis un élève qui choisit. Là où il est bon? Ouais, c'est ça. C'est qu'en fait... Une matière qui te plaise? C'est ça, exactement. Mais ce qui semble être logique, en fait, aussi en même temps. Tu vois ce que je veux dire? Le système éducatif, aujourd'hui, il est pas incroyable par rapport à ça. On devrait tous pouvoir être bons là où on a envie d'être bon et n'apprendre que ça. Enfin, je sais pas, tu vois, je me dis, on devrait, oui, c'est sûr, faire tous un peu de maths, un peu de français, bref, évidemment. Mais si tu as une matière où tu es exceptionnel, où tu es vraiment très bon et que c'est celle-là, autant que tu sois un génie de cette matière-là. Mais mec, tu vois, enfin, par exemple, pour moi, il y a une matière qui est la plus importante dans la vie, c'est l'éducation financière. Ouais. On te parle de Pythagore et de Thalès. Ouais, enfin, ok, d'accord. Mec, si t'es pas ingénieur, si t'es pas architecte, tu vas en faire quoi? Tu vois ce que je veux te dire? Ouais, et en même temps, tu vois, c'est la seule matière que moi, j'enseignerais pas. Parce que je me dis, si jamais t'apprends à tout le monde à être riche, à gagner de l'argent, à gérer leur argent. Tout le monde n'a pas le même cerveau, mec. Oui, T'auras des perdants et des gagnants. Non, mais évidemment, mais est-ce que c'est à ton avantage? Est-ce que c'est à l'avantage de ceux qui se bougent? Est-ce que ceux qui vont chercher beaucoup plus loin que juste l'école, etc.? Je suis pas sûr. Je pense que ceux qui dirigent aujourd'hui notre pays, qui dirigent le monde, entre guillemets, en prenant les grands présidents des grands pays, ou même juste simplement ceux qui sont tous députés, etc., ils n'ont pas forcément envie que tout le monde soit riche. Mais non. Ils n'ont pas forcément envie. Mais non. Donc du coup, ils vont pas mettre une place qui permettrait aux gens de se dire « Ah mais attends, c'est peut-être possible pour moi aussi. Bien sûr. Si je gère un peu mieux mon argent, je peux l'investir, je peux faire ça, donc je peux gagner de l'argent et tout. Si tout le monde investissait, honnêtement, il y aurait pas des grandes fortunes. Ça s'équilibrerait et c'est pas dans l'intérêt de ceux qui ont l'argent et qui gouvernent aujourd'hui. Et ça ferait monter le prix du marché immobilier et ça créerait la rareté du produit. Il y aurait de plus en plus de gens intelligents, tu vois ce que je veux dire, financièrement, ça c'est quand même une force. Ça serait génial sur cet aspect-là.
Ça serait- Mais en soi, est-ce que c'est vraiment intéressant pour... Bref, c'est un sujet un peu plus philosophique, limite politique même. Ouais, bien sûr. Mais tu vois ce que je veux dire, Bien je sûr. suis pas sûr que ce soit... Après, moi, je parlais plutôt de matière classique, type SVT. Mec, t'es bon en SVT, t'aimes faire ça. SVT, ça permet d'être médecin, j'en sais rien derrière et tout. Ben ouais, fais 12 heures par jour de SVT. Fais 1 heure un peu du reste. Et derrière, tu seras médecin plus rapidement, quoi. Ouais, enfin, SVT, aujourd'hui, on t'apprend à mettre un préservatif. Enfin, ouais, ça. Nous, c'est. Non, mais Non, mais- je suis sûr que t'as plein d'autres sujets dans SVT qui peuvent être très intéressants. Ouais, mais. Ouais, oui. Et que oui. pourrais creuser si vraiment tu passais du temps dessus. Ouais, bien sûr. Ouais. Bah après, moi, j'ai fait mon SVT tout seul, hein, tu vois. J'étais fan de l'émission Jamy, c'est pas sorcier, tu vois. Ouais. Donc, tchou, tu vois. Donc ça, je kiffais en fait. Parce que, encore une fois, tu vois, c'est la curiosité et c'est vraiment apprendre quelque chose, tu vois. Je savais qu'en fait, cette émission-là, elle était très ludique et t'amènes quelqu'un de bête à un niveau de culture, tu vois. Donc c'est très simple, tu vois. Les petits dessins comme ça. Et pourquoi Jamy tu vois. Ouais, non, bien sûr. Donc, les explications, elles sont hyper simples pour tout le monde. C'est très ludique. c'est le Ce but, qu'ils ont quoi. fait, c'est très ludique. Donc voilà, c'était kiffant de les regarder les Ouais. deux, tu vois. Même si le camion, il a jamais existé, parce que les gens ne savent pas. Mais bon, là, c'est un mythe. Le camion, il a jamais existé, en fait. Hein. Ils ont fait un tournage aux États-Unis. Et du coup, après, les bureaux étaient à France 3. Donc le camion, il a jamais roulé. Voilà, ils ont juste fait un coup de com', c'est pas sorcier, avec un camion américain. Et Ouais. voilà. Tu sais que je savais pas. Tu viens de me casser un mythe. Oui, bah oui. Non, Mais donc c'est... en fait, oui, mais en fait, en plus avec le recul de la caméra, tu vois très bien que c'est pas possible que. Bah oui, parce que c'est un camion ce soit un américain. camion, quoi. Donc tous les gens qui ont été aux États-Unis et qui ont un minimum de recul, ils se disent mais attends, ça existe pas en France un camion comme ça. Ben non. Ouais. Donc mais c'est ce qui a fait que C'est vrai qu'il- en fait t'allumais France 3 pour voir le gros camion américain, tu vois. C'est waouh et tout, c'est exceptionnel, tu vois. Mm. Mais voilà. Ok, ça marche. T'es attiré par le bâtiment Ouais. dès ton très jeune âge finalement, Ouais. enfin 15-16 ans. Qu'est-ce qui fait que t'es attiré par le bâtiment? Qu'est-ce qui t'attire dans ce Un milieu-là? déclic en fait. En troisième, tu sais, t'as le stage de professionnel là que tu dois passer en Ouais. entreprise et tout ça. Bien sûr. Et l'école, ils disent ah non, tu vas pas travailler avec ton père encore. Ah non, ça suffit, tu vois. Donc mon père, il fait écoute, je suis ami avec un plombier, un plombier chauffagiste, il a 3 entreprises, va le voir, il est en face du magasin. Ok, bon, je traverse, tu sais, à l'époque ça se faisait comme ça. Tu traverses, oui bonjour, je suis le fils Rivière et tout, machin. Ok, d'accord. Lundi 7h. Ok, pas de problème. J'arrive lundi 7h et je tombe sur le chef d'équipe. Il me dit alors là, gamin, là, ça va être compliqué pour toi. Qu'est-ce qui se passe? Il me dit je t'emmène sur un chantier, mais alors là, t'es mort, mec. Donc tu sais, moi, je me prépare et puis t'as le temps de route et tout ça, tu vois. On arrive dans une grange, il ouvre le grand portail et c'est un peu comme un investisseur immobilier, tu vois. Et là, je fais waouh. C'est exceptionnel en fait, c'est tout mis à nu, tout ça. Il y avait le doublage, le ferraillage isolant et tout ça. Je suis waouh. Et à l'époque, on travaillait encore le cuivre, tu vois. Et le gars, il m'apprend, il me dit ah voilà la soudure, on fait comme ça, comme ça, comme ça. Et ça, c'était mais exceptionnel, mec. J'ai vécu. C'est là le déclic où tu ouais. te dis vas-y le bâtiment c'est ce que je veux en faire. Je me dis c'est ça, je kiffe ça en fait, tu vois. Et du coup t'enchaînes, tu continues, tu fais des études dans le bâtiment. Ouais, c'est ça. Ouais. J'étais jusqu'au BTS. Ouais. Bon après. Les parents, maman a eu double cancer du sein, donc très compliqué de poursuivre. Mais derrière, on s'accroche et ensuite, bon, on part à l'armée, tout ça, parce que tu vois. Et sortie d'armée, voilà, je reprends quand même mes études pour vraiment faire ça, tu vois. J'étais vraiment déterminé à ça, donc j'ai pas lâché en fait. Je l'avais dans la tête et je me dis c'est ça que je veux faire, quoi, tu vois. Ouais. Donc voilà. Ok. Qu'est-ce que ça t'apprend l'armée? Beaucoup de choses. Et aujourd'hui, si je suis président, hein, tu vois, on sait jamais. Si je suis président de la République, c'est quelque chose que je remettrai aux jeunes, minimum, mais un mois. Apprendre Le service militaire. service militaire, mais ouais, bien Ou sûr. le SNU, le service national universel là qu'ils ont mis en place. Ouais, peut-être, ouais, mais encore, ça, c'est pas encore assez poussé, tu vois. Ouais. Mais vraiment, quand tu vis 3 mois de cohésion avec des gens que tu ne connais pas, et en fait, ce qui est bien là-bas, c'est que t'as pas de Porsche, t'as pas de Ferrari, t'as pas de classe sociale, en fait. Tout le monde est au même niveau. Donc, t'as juste... Tout le monde à la même école. C'est ça, ouais. t'as juste à te découvrir toi-même. C'est ça le but, en fait, tu vois, de l'armée. Et donc, moi, j'ai vu que j'avais déjà des responsabilités et déjà ce lead, tu vois. C'est naturel, en fait, chez moi. Après, forcément, parce que
avec le commerce des parents, tout ça. Donc, tu as emmagasiné tellement de choses, tu vois. Donc, la douleur, bon, ça fait partie du jeu, hein, tu vois. Ouais. Vous allez ramasser. Bon, moi, je suis habitué, donc les gars, pas de problème. Moi, je suis prêt, tu vois. Donc, voilà, je peux te raconter une anecdote, tu vois. Enfin, en fait, l'armée, ils sont très vicieux là-dessus. Pas de téléphone, pas de cigarette. Non, 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 ok, personne, vous êtes sûr? Ouais, ouais. Bon, bah, ok, plongez dans le canal. Moi, je fume pas, j'avais pas mon téléphone. Impeccable, tu vois. Tous les gars qui avaient leur téléphone, voilà. Ah, mais non, dis rien, on va ramasser. Et là, tu plonges avec ton téléphone, tu vois. Bon, à l'époque, c'était les premiers smartphones, là, c'était les BlackBerry, tu vois. Ça coûtait quand même bonbon, quoi, tu vois. Mais le fait de plonger dans un canal la nuit, les gens avaient peur. Alors que, tu vois, il va rien se passer, quoi. Mais rien se passer. T'as 50 cm d'eau, il va rien se passer. Mais la barrière psychologique, je me suis dit, ah ouais, quand même, c'est chaud. C'est 60% ou 80% peut-être, ils étaient là, ils hésitaient, tu vois. Et dès que les premiers, ils y ont été, ben, c'est un peu comme, tu vois, le bélier qui saute et tout le monde saute, tu vois. En fait, les gens se disent, ah, c'est bon, il n'y a pas de risque. Et on était une minorité, tu vois. Il faut sauter, les gars, faut sauter. Et les gens te suivent, en fait. Et là, je me suis dit, ok, il y a un truc à faire, en fait, tu vois. Ça y est, quoi, tu vois. Donc après, il y a eu des problèmes aussi, parce que, bon, à l'armée, j'ai monté ma petite mission commando de nuit, donc ceux qui nous faisaient ramasser, on les faisait ramasser aussi, donc bref. C'est-à-dire? Ouais, c'est un peu secret, ça, tu vois. Si tu veux pas dans le podcast, on n'en parle pas, mais moi, ça m'intéresse. Je te demanderai après, de toute façon. En fait, je vais le dire. Si tu veux, ceux à cause de qui on ramassait les pompes et tout ça, moi, j'avais créé la MC, la mission commando. Au départ, c'était juste pour rigoler. Donc au départ, on était 3-4. Je dis, les gars, lui et lui, ce soir, on va le tordre en deux. Mais c'était gentil, hein, tu vois. Donc voilà. Et... C'est-à-dire, c'était gentil. Qu'est-ce que vous faisiez à ces pauvres gens? On arrivait avec des gants de boxe en pleine nuit et puis voilà, quoi. On chahutait un petit peu, tu vois. Donc le gars, le lendemain, il savait qu'il fallait qu'il se tienne à carreau pour pas faire ramasser le groupe, quoi, tu vois. Mais encore une fois, c'était comme un coach, hein. C'était dans l'intérêt du groupe. Et donc, en fait, après, les gens sont venus me voir. Ouais, c'est toi qui as fait la MC et tout. Je pas de quoi tu parles. Absolument pas. Non, pas du tout. Ouais, mais si, je suis sûr que c'est toi et tout. Mais pourquoi moi? Donc, tu vois, très naturellement. Et t'avais été balancé par des personnes, etc. Qu'en fait... T'as été viré à cause de ça ou... Non, pas du tout. Non, c'est qu'en fait, le groupe a grossi. Ouais. Et donc, les gens se sont ramenés à moi. Et donc, à 3h, 4h du matin, quand tu te lèves, tu vois, au final, t'es plus 3-4, quoi. C'est 10-15. Donc, tu vas avoir un lit et le mec, non, les gars, boum, 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 boum. donc, voilà. Et je me souviens d'un mec, et tu vois, je me souviens encore son prénom, il s'appelait Enebik. Et lui, vraiment gros mental, le mec. Et il m'a touché, en fait, de par son histoire. Je fais, mec, écoute, là, je suis en train de te protéger, tu vois. Je peux plus te protéger. Je fais, là, c'est trop chaud. Tu fais ramasser au groupe, et en plus, t'es arrogant et tout ça. Et je le prends à part, en fait, et on discute et tout ça. Il me dit, mais mec, il me dit ce qui s'est passé dans ma famille, je reviendrai pas. Et le gars, il se met à pleurer, tu vois. Il se met à pleurer, et je me dis, c'est quand même grave, tu vois. Et je me dis, pourquoi t'es pas plus gentil avec les gens, en fait? Tu vois, enfin, sois pas bête, quoi, tu vois. Enfin, on est un groupe, tu vois, enfin, sois plus gentil, quoi. Et le gars, j'ai compris qu'il s'était passé des choses, mais très graves, tu vois, dans sa famille, pour que, déjà, il était en caserne tout le temps, le gars, il vivait à la caserne, il rentrait jamais chez lui, je l'ai jamais vu rentrer chez lui. J'ai compris que, tu vois, c'était hardcore, quoi. Ouais, il a fait des trucs graves, peut-être, par rapport à ça. Je pense que c'est plus profond que ça, le malaise est plus profond pour ce gars-là, et il s'est passé vraiment des choses dans sa famille qui ont fait que, tu vois. Okay. Et du coup, pourquoi tu quittes l'armée? Qu'est-ce qui fait que tu quittes l'armée? Je quitte l'armée parce que, bah, écoute, en tant que chasseur alpin, j'avais fait mes 3 ans, ça m'a forgé, et puis j'avais pas trop envie de continuer là-dedans. Tu te voyais pas dans ta carrière, parce que souvent c'est un peu la place dorée, j'ai envie de dire. Ouais, c'est ça. Dorée, où on est quand tu rentres bien payé, on est logis nourri. C'est ça, c'est quand tu rentres là-bas, en fait, déjà tu vois des capots-chefs qui ont 15 ans, 17 ans de service dans la même caserne, et les gars ils te disent ouais, il me reste 2 ans et je touche ma retraite, tu vois, enfin c'est la première retraite, c'est la petite, hein. Ouais. Donc voilà, et puis moi c'était pas ma vision, en fait. Et puis l'ambiance aussi, tu vois, c'était pas trop mon ambiance, tu vois.
Voilà, donc j'avais fait ce que j'avais à faire et puis ça m'a vachement apporté quoi. Donc Ok. Et du coup, tu rentres à Montpellier? Non, tu vas pas déménages pas à Montpellier tout de suite. non, ouais, je déménage pas à Montpellier tout de suite. J'appelle un pote, je dis qu'est-ce que tu fais? Et il me dit bah, toi qu'est-ce que tu fais? Je dis bah moi je viens de finir l'armée et tout. Ah, il me fait ah ça y est et tout, ok. Donc il me dit bah passe me voir et tout. Je fais bah ok, je passe le voir. Bon ok. Le petit coucou il dure un an et en fait ce gars-là c'était un vrai bon pote. À l'époque, j'avais vraiment confiance en lui. Et c'est ce côté entrepreneurial et confiance, tu vois, qui m'a tiré chez lui. Et il me dit, écoute, je suis dans le business de voiture, j'achète, je revends, je répare, tout ça. Je fais, ah ouais, je fais, mais attends, ça demande de la logistique, en achat, ramener les véhicules, les diagnostiquer, les réparer, trouver les pièces. Je dis, waouh, et je fais tout ça tout seul? Il me dit, ouais, ouais, ouais. Et en fait, je regarde dans son garage, 5-6 véhicules en attente, enfin un classique, quoi, tu vois. Donc, je dis ok, ok, ok. Et à l'époque, le Bon Coin, ça marchait très, très, très bien. Et je dis que, et ça, tu vas en faire quoi de celle-ci, tu vois? Ah, il me dit, ouais, j'ai pas le temps, je la vends pour pièce. Je lui dis ok. Et bon, je mets le moteur à vendre sur le Bon Coin, et il a 20 coups de fil. Mais non. Ah, si, 20 Ok. coups de fil. Mais quand je te dis 20 coups de fil, en quoi, 4 jours. Et donc, malin comme j'étais, en fait, je dis oui à tout le monde. Ça, c'est mon gros problème, c'est que je ne sais pas dire non. Je dis oui à tout le monde. Oui, 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 c'est disponible. Oui, 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 c'est disponible. Ok. Et je note les 20 coups de fil comme ça. Et je reviens le voir. Je dis écoute, il y a un truc à faire. Je viens de recevoir 20 coups de fil pour le moteur de cette voiture-là. J'ai dit ok, on se renseigne. Et en fait, il y avait des casses moteurs. C'est un peu comme les moteurs aujourd'hui de 1,2 litre Peugeot. Tu vois, il y a des gros problèmes chez Stellantis. Et il me dit t'es sûr? Je dis bah, les numéros, ils sont là. Il me fait ah ouais, ah, c'est une dinguerie ça. Je fais bah ouais. Je fais donc en gros, pourquoi tu te casses la tête à ça, tu vois? Et à Rennes, en fait, si tu veux, t'as un gros cimetière de vente de véhicules, Ok. RSV, tout ça pour professionnels. Donc là, on s'est mis en fait à faire de la pièce détachée. Lui, il était très très bon pour démonter. Il a embauché 2 gars qui faisaient que ça, et c'est devenu en fait une mini casse, quoi, tu vois. Et de fil en aiguille, moi j'ai très bonnes relations en fait commerciales, on va dire que je suis très fort dedans naturellement. Et donc j'ai été voir les carrossiers du coin et tout ça, et puis ça s'est fait tout seul quoi. Et puis bon, on était amené à faire de l'import-export parce que encore une fois, je sais pas dire non. Donc tu vois, je dis oui, je dis oui. Après je reviens le voir, je dis on peut livrer en conteneur. Il me dit quoi? Il me dit non. J'ai dit si. Et puis ça s'est fait comme ça, tu vois. Donc après t'apprends qu'il y a la TVA, l'import-export, le truc. Qu'est-ce qui a fait que tu as arrêté cette activité-là pour te remettre dans l'immobilier? Ouah, en fait, j'avais toujours cette attirance vers le bâtiment, tu vois. Donc C'était pas ton domaine, c'est Non. le domaine qui allait pas. non, ça me collait pas à la peau, tu vois. Je voulais pas être affilié à Carico ou tu vois ce genre de truc là, tu vois. Enfin, moi je me voyais pas comme ça, tu vois. C'est l'immobilier, la construction, la rénovation. En fait, créer quelque chose, ça m'a toujours attiré, tu vois. C'est prendre quelque chose de brut, le transformer, faire une bijouterie, quoi, tu vois. Ça m'a toujours stimulé, quoi. Donc je suis très vite revenu vers ça, quoi. Ok, et du coup, au bout d'un an, donc, tu pars de cette activité-là, Mhm. tu vas vers la gestion de chantier. C'est ça. Donc, sur quel secteur et combien de temps ça dure? Alors, je reviens sur Montpellier. Encore une histoire aussi. Et là, il y a un gars il me dit écoute, ok, si tu veux, j'ai un chantier pour toi en Lozère et tout. Je fais ok, ça marche. Bah, nickel. Ça. Et il me dit tu peux me remplacer 3 mois? Je fais bah, 3 mois, ouais, c'est impeccable. Ouais. Bon, le 3 mois, il a duré 1 an et demi. Parce que le chantier que j'ai fait, si tu veux, ça s'est très bien passé. C'était pour des handicapés. Et on fait le deuxième chantier et on me dit ouais, c'est à Chirac. Et moi, Chirac, je savais même pas où c'était. J'ai Chirac. Genre le président, tu vois. Tu vois. Il me dit, ouais, Chirac, Banassac et tout. Je dis, ok. Moi, j'y vais. Et là, mec, un truc pour 800 personnes, tu vois. Je fais, ah ouais, les entreprises de Rodez et tout, tu vois. Enfin, Et donc là, toi, tu faisais quoi? C'était quoi tes missions? ah, c'était de la gestion. Ok. C'était de la gestion de travaux, la même chose que là, tu vois. Donc, et ça, c'était. Maîtrise d'ouvrage, quoi. Ouais, c'est ça. C'était vraiment top, en fait, hein, de voir ça. Et c'est. Bon, attention, les Montpelliérains, vous bossez bien, les gars. Mais en Lozère, il y a un niveau. Ah ouais, il bosse très bien, Ozer. Très, très, très bien, Ok. mec. Très, très, très bien. J'ai vu des trucs quand je suis revenu à Montpellier, j'ai fait waouh, c'est chaud, les gars. Ouais, Donc, c'est un peu plus compliqué, quoi. ouais, en Lozère, ils ont un vrai savoir-faire. Et là, Ok. j'ai vraiment kiffé, tu vois. Enfin,
j'ai encore des milliers de photos sur mon téléphone. C'est kiffant. Tu regardes ça, tu fais ah ouais. Et Montpellier, ouais, c'est dommage. C'est dommage. Et les gens sont mieux payés à Montpellier qu'en Lozère. Ouais, forcément, le niveau de vie est différent, le prix du mètre carré, etc. est différent, donc Ouais. forcément c'est proportionnel à ces deux marchés-là, à ces deux indices-là en tout cas. Une fois que tu quittes la Lozère, tu te montes directement ta boîte ou t'as un petit passage Non. salarié? Ouais, c'est ça. C'est que en fait, je passe en intérim et ensuite en tant que salarié pour Ouais. avoir un CDI. Qui dit CDI dit investissement. Donc Ah. voilà. Et T'as j'avais toujours voulu investir en immobilier? En fait, si tu veux, mes parents l'ont jamais fait et je me suis dit c'est une très très grosse erreur en tant qu'entrepreneur et je me suis dit c'est pas possible quoi, c'est vraiment pas possible. Et je me suis toujours fixé cet objectif-là en fait d'acheter une maison à mes parents pour qu'ils finissent leur vieux jour, tu vois. C'est pas parce que l'enfance elle a été douloureuse que tu vois il faut les bannier ou c'est pas possible quoi. Donc j'ai toujours cet objectif-là et aujourd'hui, bon, vu qu'ils sont gravement malades, surtout mon père, il ne marche plus. Donc voilà, le projet a évolué, je veux faire une maison médicale, tu vois. Ok. C'est d'une, parce que je sais qu'une maison médicale, si tu veux, il y aura toujours quelqu'un qui va te la racheter. Ouais. Et de deux, c'est que forcément, il y a un moment donné, en fait, on va m'appeler, on va me dire, vos parents, il faut les mettre en EHPAD. Donc je préfère, tu vois ce que je veux dire, faire un investissement sur un terrain, construction, faire ça, enfin faire les choses bien plutôt que T'es déjà en train de le faire, ça c'est un projet qui Ouais, est en cours? c'est un projet qui est en cours, ouais. C'est un projet Ok. qui me stimule, tu vois, c'est quelque chose que je suis hargneux dessus, quoi. Ouais. J'ai envie de le faire, tu vois. Et c'est une maison médicalisée ou une maison médicale? Non, c'est une maison PMR+++, j'ai envie de te Ok, dire. ça marche. Donc, Il y a pas de médecin non plus qui est là sur place. Il se reste que eux ou ils sont avec d'autres personnes? Alors, je pense que le mieux, connaissant le caractère de mon père, le mieux ce serait qu'il reste seul et avec, tu vois, le maximum d'aide médicale dans la maison, quoi, tu vois. Donc, voilà, bien sûr que ils auront une assistance médicale. Enfin, tu vois, je vais faire vraiment les choses bien, tu vois. Hmm. Quand tu as un objectif de vie, tu vois, il faut pas le lâcher, tu vois. Et moi, c'est ce qui me stimule, tu vois. C'est ce qui me fait lever tous les jours. Je suis content, tu vois. Je me dis, c'est possible. Et quand tu vois des gens, parce que j'ai eu des très gros clients, quand tu vois des gens qui ont beaucoup d'argent et qu'au final, qui savent pas investir, là, tu fais, waouh, c'est pas une question d'argent, en fait. C'est une question de connaissance. Exactement. Ok. Non, Les mais connaissances, le réseau, exactement. c'est peut-être les deux points les plus importants qu'on peut avoir avec pour moi la fiabilité. Ben, Chez une personne, c'est les trois critères que je regarde, c'est si la personne est fiable, qu'elle a du réseau et qu'elle est compétente. C'est une bonne personne et en termes de business, c'est go quoi. C'est exactement ça. Comme je dis toujours, en fait, il faut pas travailler pour un prix, il faut travailler à la confiance. Tu peux pas. Le moins cher du moins cher, tu l'auras toujours. Ouais. Mais les problèmes des problèmes, tu les auras toujours aussi. Donc, il faut Exactement. travailler à la confiance, les gars. Travailler à la confiance, c'est méga important. Il y a un prix, ok. Par contre, si ce gars est recommandé ou si ce gars tu le connais parce qu'il est de confiance ou quoi, ça se paye. Donc, au moins, tu sais que tu peux dormir sur tes deux oreilles, quoi. Voilà. Pour passer sur ton entreprise actuellement, tu as une boîte de maîtrise d'œuvre. Yes. Est-ce que tu peux nous parler un peu de tes projets actuellement? Combien de chiffres d'affaires et combien de chantiers tu gères? Comment ça se passe avec cette boîte-là? Alors là, il va y avoir du nouveau en fait avec cette boîte-là et c'est top. Écoute, quand on sortira le podcast, normalement, le nouveau sera déjà passé. Donc tu peux en parler un petit peu. Exactement. Donc en fait, aujourd'hui, je suis affilié avec la Derain Company. Et en fait, si tu veux, encore une fois, c'est les relations qui m'ont amené à connaître Mathieu Gillette. Vu que j'ai monté un groupe WhatsApp privé, Masterclass que tu connais. Bien sûr. Donc voilà. Si tu veux, c'est un gars de la formation du groupe. Il me dit écoute, Benjamin, il s'appelle Edouard. Je vois qui c'est, ouais, très bien. Voilà. Il me dit ça va peut-être t'intéresser. Il y a un gars qui fait ça et ça, et tu travailles pas pour le particulier, pour les investisseurs. Donc déjà, il a dit deux mots qui m'ont bien chatouillé, tu vois. Travailler pour les investisseurs plutôt que les particuliers. Voilà. Ça, c'est quand même... Le gars, il a dit B2B. Déjà, il a retenu toute mon attention. Ouais. Et là, j'ai fait OK. Je me suis renseigné sur la Derain Company. J'ai vu que c'était une dinguerie en un mot. Ouais. J'ai fait OK, il faut que j'appelle Mathieu Gillette. J'ai contacté Mathieu Gillette sur les réseaux sociaux. Et de fil en aiguille, tu vois, au final,
tu m'en parles, tu me dis mais tu connais pas Mathieu Gillette et tout, bah si et tout, machin et tout. Donc en fait, tu vois, le monde de l'investissement est très oui, petit. il est quoi. petit, on est dans un mouchoir, hein, donc C'est ça. mouchoir de poche où franchement c'est un truc de fou, comme C'est tout ça, le c'est monde ça. se connaît, et d'où l'importance, on en parlait ce midi, mais de rester droit dans ses bottes et de faire les bonnes choses, Exactement. parce qu'on n'a pas envie qu'on parle de... On va pas sortir de nom. Non, c'est clair. Non. Enfin, moi, je rentrerai pas dans ça non plus. Moi non plus. Ok, et comment ça se passe dans ton exécution? Combien du coup de projets tu réalises aujourd'hui? C'est quoi ton évolution potentielle avec en étant franchisé de Rente Compagnie? Alors, la première année que je me suis mis à mon compte, en fait, j'ai fait 156 000 tout seul. Ok. Donc, je me suis dit, ah ouais, c'est possible, en fait. Mais encore une fois, voilà, j'avais préparé le terrain, j'avais des relations, donc 2-3 coups de fil, c'était vite fait. Et deuxième année 400, et troisième année 650, je me suis dit, ah ouais, ok. Et là, Donc on est 2020... d'accord, c'est du chiffre d'affaires, Oui, de bien sûr. travaux contractés, ouais. Bien sûr, Ok. bien sûr. C'est pas bénéf, sinon on serait en train de faire le podcast à Dubaï. Hein. Bah, j'attends que tu m'invites, moi. Donc voilà, et petite baisse avec 2023, et je me suis dit, putain Ben, il faut que quand même t'aies pas tes œufs dans le même panier, tu vois, donc je me suis dit, là faut faire un truc, quoi, faut réfléchir mon gars, tu vois, donc je me suis dit, c'est chaud, quoi. Donc, et de là, j'ai commencé à monter des autres boîtes et m'associer, parce que moi, je suis un mec qui a tellement d'énergie il faut pas que je reste tout seul, tu vois, voilà, il me faut quelqu'un qui soit complémentaire et qui arrive à me canaliser, tu vois, en me disant, Ok. non, stop ici, ça, on fait ça, on structure ça. Moi, je suis vraiment le gars fonceur, quoi, tu vois, tu m'appelles pour faire la fête à Ibiza, je te dis, ouais, bonne soirée, ciao. Tu me dis, ouais, il y a un problème, il y a ça, j'arrive. Mais je sais pas où t'es. Tu vois, c'est un peu comme ça que je réagis. Et donc, de Rennes Compagnie, je me suis dit, ok, c'est ce que je veux faire, en fait, tu vois. Être au contact des investisseurs, être au contact des marchands de biens, des gens comme toi, tu vois. Moi, ça me stimule, tu vois. Genre, du lundi au dimanche, tu me dis, j'ai un bête de projet ou quoi, j'arrive avec mon drone, ça y est, quoi, tu vois. Tu m'as stimulé, quoi. Ouais. Je vis pas ma vie comme un travail, mais comme une aventure, tu vois. Je pense que toi aussi, c'est pareil. Non, moi, c'est exactement ça. C'est exactement le même principe, c'est de se dire, l'aventure entrepreneuriale, c'est les projets qui m'animent, en gros, en premier. Mais bien sûr. Prioritairement. Mais mec- Et c'est ça qui t'amène finalement à avoir un niveau de bonheur, pour moi, Ouais. que t'égales dans aucun autre domaine. Ouais, c'est ça. C'est C'est exactement ma ça. vision, moi, que j'ai de l'entrepreneuriat. Si on part sur pour des conseils pour des investisseurs qui nous écoutent aujourd'hui, sur la partie, j'ai envie de dire, ouais, travaux, comment gérer un chantier, comment être sûr de pas se faire arnaquer par des artisans, etc. Est-ce que tu aurais quelques conseils, quelques tips à me donner? Ouais, bien sûr. Ben déjà, en fait, moi, alors, je vais prêcher pour ma paroisse, hein, forcément. Les gars, il faut vraiment faire confiance à un maître d'œuvre parce que lui, il a déjà son réseau, de 1, et de 2, c'est votre guide. C'est vraiment le guide pour la première fois. Pour la deuxième fois, vous en aurez peut-être pas besoin, mais pour la première fois, vous avez besoin d'un maître d'œuvre. Comment tu choisis ton maître d'œuvre alors du coup? Alors, ça, c'est une bonne question parce qu'il y en a, ils n'ont pas de réseaux sociaux, mais il faut faire appel à la confiance des autres. C'est très simple. Aujourd'hui, le monde de l'investissement, en fait, il s'est démocratisé, donc il y a beaucoup de comptes Facebook, des groupes WhatsApp privés, tout ça. Donc, il faut vraiment poser la question, tiens, tu connais pas un bon maître d'œuvre, et toi, est-ce qu'on t'a fait un chantier? Voilà, moi, je passerais vraiment vers ce réseau de bouche à oreille. Ouais. Ok, très très important, parce que c'est quelqu'un que tu connais, donc tu vas pas te faire avoir ou quoi que ce soit. Et après, forcément, les réseaux sociaux, je pense que c'est aussi important. Donc de ce côté-là, ouais, plutôt choisir ces gens comme ça, quoi. Moi, je conseillerais de lui demander de nous montrer ses chantiers actuels ou ses chantiers passés. Oui, bien sûr, mais bien sûr, mais ça fait partie de sa vitrine. Ouais. C'est les réseaux sociaux, c'est bien. Après, s'il Par les a contre, pas, tu vois, sur les réseaux ou quoi que ce soit, et moi que c'est recommandé à chaque fois, j'ai toujours fait ça. J'ai demandé, mais qu'est-ce que tu fais maintenant, quoi? Bien sûr. Montre-moi un chantier que tu as fait pour un investisseur, un truc Bien sûr, particulier, parce que c'est ce qui te permet de voir que ce qu'il a fait pour toi, enfin pour quelqu'un d'autre, il va le faire pour toi. Donc si son chantier est pourri, pas mal organisé, que tu vois que le délai il en a mis pour 6 mois alors qu'il y en a que pour 2 à faire ça normalement, bah, tu vois direct que tu as un avis sur la personne qui est directement fait, quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi. Après, moi, je donne toujours plus que ce que je reçois. Ouais. Parce que j'ai toujours peur de décevoir. Tu sais, un peu le syndrome de l'imposteur, tu vois. Donc, ce qui fait que je fais ça du lundi au dimanche, quoi, tu vois. Mais bon, quand t'arrives l'été, j'essaye un peu de couper parce que sinon, voilà, quand les gens vont me prendre fou. les gens vont me prendre pour un fou. Et puis, des fois, c'est les clients. Une fois, il y a un client, il me dit, mais
t'es un fou de travail, t'es un fou. Je le regarde comme ça, je dis, mais il a pas compris lui ou quoi? Tu vois, mais après, avec le temps et l'expérience, tout ça, tu fais, ah, il a peut-être pas tort, l'ancien, tu vois, donc voilà. Mais le réseau est très très important. Toi, tu bosses comme ça, tu vois, tes affaires, elles viennent pas toutes seules, tu vois, tu vas les chercher, c'est un réseau, tu vois, donc Et le réseau, faut le construire, l'alimenter, ça c'est une certitude. ouais, c'est ça. Et, est-ce que tu as des projets en cours actuellement, des nouveaux projets sur lesquels tu es en train de te lancer ou... Oui, c'est dans les papiers. Alors, bon, je vais être franchisé de Rennes Compagnie. Ouais. Donc, avec ta boîte de travaux qui sera Bien sûr. finalement la même mais qui sera sous le nom de Rand Compagnie C'est et ça. avec toute la méthodologie et tous les outils ah oui, de Rand Compagnie. c'est kiffant. Mettre mon énergie à Avec profusion. Mathieu Gillette qu'on a eu dans le podcast que vous Avec pouvez Mathieu retrouver Gillette, ouais. la semaine passée. Donc Oui. voilà, vous avez le podcast de la semaine dernière qui sera sorti à l'heure où on parle de ce podcast-là et où vous aurez aussi le podcast de Mathieu si vous voulez l'écouter juste après celui-là. Yes, carrément. Mathieu Gillette qui est une bonne personne. Et encore une fois, je bosse à la confiance. Ouais. Donc, je lui fais confiance. Il me fait confiance en retour. Donc, il y a toujours ce truc de ne pas décevoir. Donc, et je pense qu'il l'a bien compris ce midi. Il a vu à qui il avait affaire. Donc, ça, c'est très important. C'est travailler à la confiance. Donc voilà. Et je rejoins en fait un réseau, tu vois. Ça, c'est très important. Ça rassure le client, tu vois. C'est comme si demain, tu mets ta voiture chez Noroto. Le gars, il sait même pas qui c'est, tu vois, qui la SARL, machin, mais il va chez Noroto, tu vois. Donc, t'as la confiance, quoi, tu vois. Noroto, c'est que des franchisés, tu vois. Ouais. Bon, pour la petite parenthèse, des boîtes comme ça se fera plus. Parce que Noroto, à la base, le gars était garagiste. Ouais. Et donc, il a créé son premier truc, et puis après deuxième, et puis après faire des franchises. Ah, mais je sais pas faire des franchises. Bah attends, je t'amène un gars qui fait des franchises. Tac, 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 tac. C'est bon. Aujourd'hui, ça n'existera plus, mais Ouais. il a créé son réseau comme ça. D'autres projets en cours? Bien sûr, d'autres projets en cours, toujours. Donc, Parle-en nous. alors, là, je me suis associé à Nathalie Delpech, Ouais. que tu connais. Donc, on va monter de la formation travaux, donc qui sera pour moi primordial pour tous les gens qui font et qui commencent des travaux, que ce soit pour l'investissement ou la RP. Donc ça, c'est obligatoire. Comment gérer ces travaux de A à Z, pour moi, c'est la base. Si j'avais eu ça il y a 10 ans, j'aurais pris cette formation. Ouais. Tu vois ce que je veux te dire? Voilà, c'est une formation qui va te faire économiser de l'argent, gagner du temps et gagner en expérience. Et ça, c'est très très important, tu vois. Pour moi, c'est primordial. Après, bien sûr que je prêche pour ma paroisse, tu vois. Enfin, je ne vais pas prêcher, ah non, faut pas et tout. Mais pour moi, c'est primordial. Aujourd'hui, il y a tellement d'arnaques que tu peux vite t'en mordre les doigts, quoi. Ah non, c'est clair. Voilà. Bon, super projet, ça sort quand ça du coup? Ça va sortir en septembre. Ouais, en Ça septembre. va sortir en septembre. Je suis associé avec Nat et Léna, que tu connais. Donc voilà. Et à côté de ça, je suis associé aussi dans une nouvelle boîte de e-commerce. Voilà, c'est un business dans lequel... Que tu maîtrises ou tu diversifies un peu ton activité Non, en fait, c'est les rencontres, encore une fois. J'ai été dans un salon entrepreneurial en Belgique, Ouais. dans les Flandres. Et j'ai fait la connaissance de monsieur Rudy Polaise. Et là, il me dit, oui, je travaille pour Gablock, c'est une société, voilà, tout le monde connaît, les systèmes de Lego et tout ça. Je fais, ok, nickel et tout. Et le projet m'a séduit, tout ça, et ensuite on est resté en contact. Et depuis, on s'est associé sur ça. Et c'est un business de e-commerce que lui maîtrise. En fait, il a cette partie-là. Moi, j'ai plus cette partie de terrain où est-ce que je vais aller voir les fournisseurs, je vais aller voir les logisticiens, tu vois, enfin, vraiment contrôler le processus de A à Z, tu vois. Ok. Et lui, c'est vraiment toute la partie structure derrière. Non, il faut faire telle vente, il faut faire ci, il faut faire ça, voilà, tu vois. Moi, je suis côté énergique, tu vois. Bon, faut y aller, quoi, tu vois. Donc, C'est clair. tu vas voir les fournisseurs, tu dis non, ça me va pas. Ça, t'as compris? Oui, ça me va pas. Ok, moi, je travaille comme ça, tu vois. Ouais. Rudy, il est très complémentaire à moi. Donc, c'est quelqu'un de très posé. Et vous allez vendre quoi là exactement? Je peux en parler dans le podcast ou... Ah oui, si tu veux. Enfin, je sais pas, on en a pas parlé ensemble, mais. C'est business
érotique, on va dire. Ok. Donc voilà. En fait, bon, c'est rigolo, mais par contre, c'est un business qui marche très très bien. Ouais. Pourquoi ? Parce que on a fait une étude statistique et en fait, l'Allemagne, c'est les premiers consommateurs de e-commerce en France, Ok. en Europe, pardon. Donc là, on s'est dit, on tient un truc, ok. Faut faire ça sous forme d'abonnement. Oui, ok, ça marche bien. Ok, ça marche. Et en fait, on est. Sous forme d'abonnement. Ouais. C'est-à-dire que tu le reçois et tu le renvoies. Non. Non. Ah non. Ah, c'est des box. Oui. Ok. C'est j'ai ça. compris. C'est-à-dire qu'en fait, tu vends un concept sous forme de box. Ok. Ok. Vous avez fait une formation par rapport à ça? Non, pas du tout. Non. Ok. On a fait des statistiques, beaucoup de statistiques, beaucoup d'études. Donc tous les mois, tu reçois ta box érotique, etc. Ouais, c'est ça, c'est ça, Ok. c'est ça. On a rencontré aussi des gens qui étaient créateurs de contenu. Merci à Valentin Dosso, qui est dans mon groupe. Et là, on s'est aperçu qu'en fait, il y avait un marché, mais pas que pour les couples, pas que pour les femmes, mais aussi pour les hommes. Mm. Et là, on s'est dit, ah ouais, ok. Et là, en fait, on a revu le concept. On a revu les box, on a retravaillé dessus. Enfin, tu vois, tous les dimanches, on bosse dessus, quoi. Tu vois, on fait 2 visios par semaine parce que lui, il est en Belgique. Moi, je suis à Montpellier. Donc, et on bosse vraiment dessus, quoi. Tu Et vois, ça sortira quand ça? normalement, fin de l'été. Fin de l'été En vous France. avez- Ouais. En France. En Allemagne, ça marche déjà, en fait, avec les influenceurs. Ok. Donc, mais Ah, c'est déjà lancé, c'est déjà. oui, mais par contre, énorme. moi, je suis de la team, je règle les problèmes pendant. Ouais. Rudy, c'est non. On construit, on voit ce qui va bloquer, Ouais. et voilà. On règle les problèmes Mais, avant quoi. mais moi, je fais la même technique que l'immobilier. J'achète, Ouais. je fais les travaux, je gère, tu vois. c'est un peu ça, quoi. Ouais. Donc, et Rudy, là où il est très intéressant, c'est parce que déjà, il est polyglotte. Ouais. C'est quelqu'un qui parle anglais, allemand, tu vois, enfin, français. C'est incroyable d'avoir un mec comme ça, tu vois. Enfin, il parle même néerlandais, tu vois. C'est incroyable. Donc, bon, en même temps, il a 44 ans. Et là, encore une fois, je me suis aperçu que, tu vois, que c'est quelqu'un qui avait pas spécialement grande confiance en lui, tu vois. Et je dis, mais mec, t'es de l'or en barre, quoi. J'ai dit, tu te rends pas compte. Et lui, il me dit, ah oui, c'est vrai, tu me fais prendre conscience de ça, de ça, de ça. Donc, il y a eu du changement aussi, hein, pour lui. Donc il a quitté la société Gablock. Il fait bien, d'ailleurs. Donc, mais bon. Après, chacun son truc, mais moi, je l'ai conseillé et c'était la bonne méthode. Donc, Énorme. Pas mal voilà. de projets en ce moment. Et tu as un dernier projet dont tu as parlé au début du podcast, de laverie. Tu peux nous en parler là où ça en est, etc. Ouais, carrément, ouais. Donc, en fait, ça me tient à cœur parce que c'est le premier business que je voulais faire quand j'étais à l'armée. Ok. Et j'avais appelé mon père, je dis ouais, je veux faire laverie et tout ça. Je m'étais renseigné, ça marche super bien et tout ça. Et à l'époque, t'avais pas YouTube et tout ça comme t'as là aujourd'hui, tu vois. T'as tellement d'informations que c'est... Sur les laveries, maintenant, c'est vrai qu'il y a ça a bien avancé, ces business-là. Ouais, voilà, c'est ça. Et en fait, je m'étais renseigné parce qu'à l'époque, en fait, ils faisaient beaucoup de blagues, les mecs. Tu vois, les systèmes de paiement, ça marchait pas. Enfin, il y en avait pas. Donc, tu sais, je me souviens encore, tu frottais ta pièce pour qu'elle passe et tout ça. Donc, voilà. Et je me suis dit, ah ouais, c'est pas mal quand même, ok. Et puis, les factures d'électricité, elles étaient pas comme aujourd'hui, tu vois. Donc, mais aujourd'hui, j'ai revu le concept. Donc, c'est pour ça que ça s'appelle Wash Concept. Et j'ai revu le concept avec des grosses vitrines, faire maximum de publicité par jour, un peu comme Full Media, tu vois. Full Media, quand tu mets de l'essence à la station, ils diffusent de la publicité, tu vois. Ouais, ok. Et donc, je me suis dit, mais attends, mais il y a un truc à faire. Si on le fait sur un petit écran, peut-être qu'on peut le faire sur un grand écran, tu vois. Et moi, en fait, j'ai toujours une vision assez large, tu vois. Je me dis, si à Times Square, ils font de la publicité, bah moi, devant ma vitrine, je peux le faire, tu vois. Ça dépend si c'est à Vendargue ou à Béziers. Oui, voilà. Non, mais pas la même chose, mais ouais. On est d'accord. Et si tu veux, je me suis dit, ok, il y a moyen de faire une cash machine, tu vois. Donc c'est pour ça, d'où le nom Wash Concept, tu vois. Donc autant faire des laveries, des distributeurs, des lockers Amazon, des lockers des Vinted Go, tu vois. Enfin, ok. voilà, plein de choses, tu vois. Donc regroupé en un seul, c'est que du passif, mais c'est bien sûr. regroupé dans un seul et même endroit. Bien sûr. Avec ça. Ok. Et ça, c'en est où? C'est t'as trouvé le local, t'es en recherche? Oui. Sur Montpellier, oui. Alors Montpellier, les locaux sont. Moi, j'aimerais bien acheter, tu vois. J'aimerais bien détenir. Tu vois, c'est kiffant, tu vois. Après, tu revends ça, c'est de l'or en barre. Mais tu revends le fonds de commerce, tu revends le business et tu gardes les murs, c'est incroyable. Ouais, c'est magique, mec. Donc c'est un peu ma strat en fait. Si tu veux, j'amortis sur 5 ans. Parce qu'aujourd'hui, je connais. Tu me demandes un produit de laverie, tu vois, je te sors les prix et tout, hein, tu vois, je connais. Tu peux même faire du leasing, tu vois, donc les gens ne le savent pas, mais tu peux même faire du leasing, donc c'est vraiment top. Petite pub à Electrolux, merci, c'est top. donc voilà.
Si tu veux, ça c'est en cours à Montpellier. Et par contre, je me suis aperçu que dans d'autres villes, comme Béziers, comme Carcassonne, en fait, tu pouvais acheter les locaux qui étaient bien moins chers qu'à Montpellier. Parce qu'à Montpellier, c'est intouchable. Hein, Ah tu bah vois. c'est clair. Vaut mieux louer et amortir ta laverie, tu vois. Donc, t'amortis ton concept 5 ans, ensuite tu le revends et ça te fait un retour sur investissement. Enfin, c'est assez top, tu vois. Ouais. Donc voilà. Et ça, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur parce que je veux le faire depuis l'armée. Donc, et si tu veux, mon père m'a un peu brisé ce truc, tu sais, d'ancien. Mais non, mais ça marchait avant, tu sais, genre. Voilà. T'as déjà entendu ce truc des Ah bah, anciens, c'est clair, tu vois. oui, oui. Ça marchait avant. L'immobilier, Ça ça marche marchait plus. avant, tu vois. Enfin, non, là, c'est pas la bonne période pour investir. Ça marchait avant. Tu vois, enfin, aujourd'hui, le banquier, Monsieur Rivière, vous Ça avez marche pas... plus l'immobilier, ça marche plus. Faut Ouais, arrêter l'immobilier. mais c'est ça, c'est de la connerie, c'est de la croyance limitante, tu vois. C'est les gens qui n'ont Bien jamais sûr. fait, tu vois. Donc, ah, tu fais de l'immobilier? Oh là là, tu vois. Enfin, Ouais. attends, t'as déjà fait de l'immobilier, toi? Alors, mon oncle y a fait? Ok. Je Merci. connais ça, je suis en train d'ouvrir une agence immobilière à Vendargue, tu le sais aussi Ouais, bien que moi. bien sûr. Et je crois qu'il n'y en a pas un seul qui m'a pas dit, mais Maxime, mais c'est absolument pas le moment. Oui. Et moi, je leur dis à tous, mais c'est le meilleur moment. Bien sûr. C'est le meilleur moment, c'est tout le monde en train de fermer. Nous, on Bien est en train d'ouvrir. Ouais, on est des fous, mais il n'y a pas de souci. On gagnera, il n'y a aucun problème. Et je suis sûr Bien que sûr. dans 2 ans, on les aura tous dépassés parce qu'on aura vécu le pire. Bien sûr. Pendant qu'eux ont revécu le meilleur et penseront avoir été au plus bas, on en a pleinement conscience, nous, mais ça va être encore plus catastrophique dans les prochains mois. Mais bien Et c'est sûr. comme ça qu'on va gagner de l'argent. Mais bien sûr, c'est comme les gens qui te disent l'argent a de la valeur. Enfin, moi, pour moi, l'argent n'a pas de valeur. Elle a la valeur qu'on lui donne. Mm. Tu vois, enfin, je te prends un exemple concret. Ton kilo de tomates en 2000, il valait combien? Ouais, Ouais, 2 exactement. euros. Aujourd'hui, il vaut combien? Ouais, 6 euros. Et ton billet de 20 euros, il valait combien en année 2000? Mm. 20 euros. Et aujourd'hui, il vaut 20 euros. Il n'y a pas quelque chose qui cloche? Ouais. Ah ouais, non, c'est Donc, clair. tous les gens qui te disent, ouais, le bitcoin, c'est de la connerie. Ben non, en fait, c'est décentralisé, mec. Si tu comprends pas ça, je peux pas le. Tu vois, enfin, C'est surtout des déflationnistes, c'est ça qui est intéressant. mais grave, Étonné, quoi. mais grave. Enfin, tu vois, c'est une monnaie que tu trouves enfin, pour moi, ouais, si on peut dire que c'est une monnaie, tu vois, mais dans n'importe quel pays que tu te trouves, tu peux l'échanger. C'est une valeur refuge pour moi, un peu. Mais Ouais. bien sûr, Ouais. mais bien sûr, tu vois, l'archevêque, il a totalement raison. Mm. C'est le gars, il a mis plus de 90% de ce qu'il a en Bitcoin. Mm. Mais Ouais. il a totalement raison. Mais moi, je peux pas, tu vois, enfin, voilà, il y a des pays qui ont imprimé de l'argent. Mais qu'est-ce qui se passe quand tu imprimes de l'argent? Ben, les commerçants augmentent les prix. Et tu perds la valeur. Ouais, c'est l'inflation, c'est Bien sûr. sûr. Post-Covid, c'était ça. Et tu perds la valeur. Ouais. Tu perds la valeur. Enfin, faut pas oublier qu'au Moyen-Âge, en fait, ce qui avait de valeur, c'était le sel. Ouais. C'est ouf, hein? Ouais, c'est clair, alors que maintenant, Oui. pas du tout, quoi. Mais bien sûr. Mais Ouais. regarde, je te prends un exemple typiquement concret, tu vois. Ouais. À Aigues-Mortes, il y a les remparts d'Aigues-Mortes. Ok. Et salins de Gomorte. Les salins, ils sont juste en face. Ouais. Pourquoi? Parce que tu pouvais mieux contrôler en cas d'attaque, en cas de guerre, tu vois. Mm. Et les guerres, elles étaient par rapport à ça. T'imagines? On Mais se bien voyait sûr. du sel, quoi. C'est incroyable. Mais bien sûr, Ça parce paraît fou. oui, mais parce que avant, ça avait de la valeur. Pourquoi? Parce que le sel est conservateur. Mm. Le sel est conservateur. Tu découpes un gibier, tu vois, la première chose que tu vas faire, c'est le mettre dans le sel. Donc c'est pour ça que ça avait de la valeur. Exactement. Bien sûr. L'écu, il a été inventé si je dis pas de conneries, en 1400 ou 1600, je crois. Je dis pas de conneries. Je sais pas, je suis pas très bon en histoire sur ces sujets-là. Parce que si tu veux, en fait, ils avaient un problème. Avant, t'échangeais 1 kilo de sel contre 1 kilo de bœuf. C'est pas équivalent aujourd'hui, tu vois. Enfin, Non, aujourd'hui, ça serait pas la même chose exactement. quoi. mais bien sûr. Oui, c'est Enfin, comme troquer plus que. mais ouais. bien sûr. Ouais. Et c'était ça. Enfin, c'est ce qu'ils font encore en Argentine aujourd'hui, tu vois. Ils font du troc. T'échanges une veste contre de l'huile, tu vois. Enfin, c'est complètement dingue, tu vois. Enfin, au Liban, c'est pareil. Ils ont fait banqueroute totale, tu vois. Enfin, Je sais pas comment on arrive avec des pensées en arborescence, à aller sur des sujets aussi loin et éloignés du sujet de départ. ouais, c'est Mais en sûr. tout cas, j'ai passé un excellent moment avec toi, Benjamin, sur cette discussion. J'ai 2 dernières questions Yes. pour clôturer le podcast, les 2 dernières questions habituelles. Oui. La première, c'est est-ce que tu as un conseil à donner à un entrepreneur qui nous écoute aujourd'hui, un auditeur du podcast qui écoute ton podcast et qui se dit voilà, j'ai un conseil à prendre, un conseil qui, toi, t'a impacté. Peu importe ce que vous avez vécu, peu importe ce que vous vivez, peu importe ce que vous traversez, allez-y, faites. C'est tout ce que je peux dire, mais vraiment faites. Pas mal. Je préfère ne pas vivre avec des regrets et échouer, plutôt que de vivre avec des regrets et de me dire un jour, sur mon lit de mort, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû faire ça. Non, je préfère faire,
ok, l'entrepreneuriat et l'échec, c'est étroitement lié en fait. Ouais. C'est étroitement lié. Les gens pourront pas dire ouais, c'est du storytelling ou quoi. Non, c'est étroitement lié, mec. T'as beau être le plus intelligent, tout ça, tu vas échouer. Tu vas échouer, mec. J'ai échoué, tout le monde a échoué, tu vois. Enfin, tu vas faire des erreurs, c'est obligatoire. Mais c'est ça qui fait en fait le retour d'expérience, le retour de vie et un bon entrepreneur en fait finalement. Parce que un entrepreneur, ça prend des risques tous les jours. Donc, si ton but dans la vie, c'est d'être salarié en CDI et tout, ok, pas de problème, tu vois. Par contre, si t'aimes l'aventure, si tu vis avec des remords, mec, l'entrepreneuriat, c'est fait pour toi, quoi. Tu vois. C'est clair. Donc, il faut vivre, quoi. Il faut pas se laisser porter, il faut vivre. Tu vois, si je te prends le cas concret, j'ai un ami là, et moi, c'est ce qui me stimule, tu vois, c'est vraiment ce qui m'excite, quoi. Et il m'a appelé encore hier, il me dit, Ben, et c'est quelqu'un qui est beaucoup plus intelligent que moi, hein, j'ai pas, tu vois, je le dis, hein. Il me dit, mais Ben, c'est quoi le moyen le plus sûr d'avoir 2000 € par mois? Je dis, bah, je sais pas, mec, ça dépend de ta stratégie, tu vois. Mais instinctivement, je te dis un placement immobilier, tu vois. En placement actif ou passif? Non, en placement passif, tu vois. Ouais. Et lui, il me sort ça, tu vois. Je dis, mais pourquoi tu me sors ça? Ouais, ça va pas trop en ce moment et tout. Je dis, non, mais attends, règle déjà tes problèmes. Et ensuite, après, tu fais, tu vois. Je dis, tu peux pas te démarrer avec un autre problème. Parce que là, ce que tu me demandes, sinon, mec, fais de la crypto, tu vois. C'est clair. 2000 € par mois. Hein. Bah, Ça dépend le capital de départ, ça dépend tout, plein de choses évidemment, mais ouais, bien sûr. voilà. Et ce mec-là, en fait, Robin, petit clin d'œil. Robin, en fait, c'est un mec qui est ultra intelligent. Tu le places devant n'importe quel jeu vidéo, sachant qu'il a pas de console chez lui. Et moi, je l'ai vu. En fait, ça marche comme ça le jeu vidéo. Ok, il va tout décortiquer comme un artichaut. Il va dire, ok, la meilleure stratégie, c'est ça. Et il va programmer des attaques, machin et tout, à n'importe quelle heure de la journée, de la nuit. Mais ce mec-là, c'est un génie. Et ça, cette technique-là, il l'a reproduit dans les entreprises. C'est le gars que j'ai connu là. Et aujourd'hui, il est là, tu vois. Mais il est lassé d'être là. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il n'est pas écouté, parce que ses idées, en fait, déjà, il y a tellement d'idées. Et c'est un génie, ce mec, pour moi, tu vois. Ça peut des fois être aussi un problème, mais bon, Oui. c'est d'avoir trop d'idées. Écoute, c'est ton conseil. Merci, Benjamin. Où est-ce qu'on peut te contacter si on veut échanger avec toi? Sur les réseaux sociaux, Instagram, voilà, aujourd'hui il y a Karim qui va s'en occuper, qui devient mon community manager attitré de la Derain Company. Oui, parce que je veux faire les choses bien. Ouais. Et moi dans les réseaux sociaux, je suis pas le meilleur communicant. Voilà, c'est à la base c'était juste comme ça. Je me suis dit bon, ok, pour rigoler. Et là en fait, je deviens vraiment professionnel et multi-projet. Bien sûr. Donc tu puisses acquérir des clients grâce aux réseaux sociaux aussi. Donc, ouais, bien sûr. Puis c'est surtout en fait, faut pas que les gens ils se disent, ouais, le gars c'est un guignol, tu vois. Donc voilà, il faut que les gens ils aient confiance, tu vois. Donc voilà, aujourd'hui il y a Karim qui va gérer cette partie-là. Et mais n'hésitez pas à me contacter, ouais, bien sûr, avec grand plaisir. Super. Merci Benjamin. À bientôt Max. Ciao. J'espère que l'interview vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à partager, à commenter. Et on se retrouve mercredi prochain à 10h pour un nouvel épisode.